Hello tout le monde, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode du Port Manette Podcast. Vous savez, votre revue de presse hebdo pour les gens qui n'ont pas le temps de vraiment suivre la presse. On est là pour ça, on est là pour faire un peu un résumé, distiller tout ça et vous le fournir de manière digeste. Et on est le 17 avril et je suis aujourd'hui avec Alexis. Comment ça va, Alexis? Ça va, Josian. Et bien. toi? Ça va, toujours aussi bien, moi toujours au top. Alexis, j'ai envie de te poser la question que on t'a jamais posée. À quoi tu joues en ce moment? Alors, j'ai récupéré le PI Mouse for Hire, il me semble, qui est sorti hier, et Pragmata aussi. Donc, je vais essayer de concilier un petit peu les deux. On va voir ce que ça va donner. Vu que j'ai terminé le Ninja Gaiden, le Ragebound, le petit... C'était le 2D, ça? Ouais, le 2D, ouais. Que j'ai pas trouvé ouf, pour le coup. T'as vu, par rapport à Shinobi, c'est pas... Ah, c'est pas du tout pareil. Mieux Shinobi. Et Shinobi, nettement. Je me souviens de te dire à l'époque, non. Alors, c'est pour ça que je vais commencer par Shinobi, et effectivement, c'était mieux. Ouais. Et toi, tu joues à quoi? J'ai pas trop touché aux consoles cette semaine. J'étais plus dans la tech, comme je disais ça la semaine dernière. Là. Je suis encore un peu dans la tech. J'essaye des trucs pour faire que ce podcast soit le mieux produit du monde. Donc, pas de gaming. Mais ouais, je compte me lancer aussi dans Pragmata d'ici ce week-end. Donc, on pourra en parler la prochaine fois. Ok. Du coup, Alexis, au programme cette semaine, on va parler de quoi? On va parler des organismes de classification qui crament les annonces avant que les éditeurs puissent parler. On va parler de Valve qui continue de protéger les consommateurs. Bien joué, Valve. On a Rockstar qui se fait pirater la compta, mais c'est pas si grave que ça, on va voir. Et on va finir avec Xbox qui essaye de tout remettre à plat en même temps. Et donc on va commencer, comme je le disais, avec cette semaine, les organismes de classification qui... On descend la musique, j'ai oublié. Les organismes de classification qui ont fait plus de bruit que les éditeurs eux-mêmes. Avec d'un côté en Europe, où tu as 2 jeux Switch qui ont été repérés dans des bases de données comme ça. Il s'agit de Splatoon Raiders et de Fire Emblem Fortune's Weave. Alors, on savait déjà que ces jeux existaient. Si on les voit apparaître là, c'est qu'ils vont arriver sans doute dans pas trop longtemps. Mais on va voir après, on va en parler. L'autre sujet concernant les organismes de classification, c'est que côté Indonésie, ils ont le leur. Eux, c'est une feuille de sécu qui a exposé des gros spoilers pour le jeu 007 First Light. Et quand je dis gros spoilers, c'est il y a des heures et des heures de gameplay, plusieurs heures de gameplay, et notamment la fin. Et donc c'est sur Internet, les gens regardent ça avec attention. Et bon, il y a d'autres trucs qui ont fuité à propos du prochain Castlevania. Par-ci par-là, et il y a aussi il y avait aussi des infos sur le Black Flag remaster de Assassin's Creed, et apparemment ce dernier devait être annoncé hier par Ubi. Peut-être que ces fuites ont contraint Ubisoft à revoir ses plans et à le reporter d'une semaine. Donc du coup, parlons de tout ça. Tu sais, les organismes de classification, c'est un peu un passage obligatoire avant de pouvoir commercialiser son produit. Et donc, comme je le disais, cette semaine, ils ont fait plus de bruit que les éditeurs eux-mêmes. Et côté Nintendo, l'histoire avec Splatoon et Fire Emblem, c'est une bonne nouvelle au final, parce que ça veut dire que ça va pas tarder à arriver. Ça montre qu'il y en a encore dans le tiroir cette année pour Nintendo, c'est chouette. Et j'ai envie de dire même, c'est exactement ce qu'on aimerait voir sur un Switch 2 pour continuer à convaincre les indécis de passer de la Switch 1 à la Switch 2 et même peut-être d'acheter une Switch 2 directement. Est-ce que ça te paraît suffisant maintenant, là, quand on voit toutes ces annonces et tout ce qui est déjà sorti? Est-ce que le catalogue Switch 2 te paraît correct ou tu as l'impression qu'il manque encore quelque chose de décisif? Alors, on sait déjà que généralement, quand les jeux ils apparaissent dans les classifications, c'est qu'ils vont pas tarder à sortir. Là, dans les fuites, on a vu pas mal de trucs aussi. Je crois qu'on a vu du Diablo 4 qui a été classifié. Je crois qu'Indiana Jones avait été classifié aussi avant son annonce. Il y a eu Starfield aussi qui revient un peu souvent. Donc oui, quand ils coupent un peu l'herbe sous le pied des éditeurs, ça gâche un petit peu l'annonce. Mais bon, on sait que le catalogue, en tout cas, on a encore un peu sous le coude, quoi. Après, pour le coup, moi, personnellement, il n'a pas fallu qu'il y ait autre chose pour me motiver, vu que j'ai la console depuis pas mal de temps. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même pas compter... il faut quand même compter sur des annonces officielles avant de considérer que les jeux seront bien présents sur les machines.
Ouais. On a bien vu le cas avec, c'était quoi? C'était Borderlands 4 qui était annoncé, qui était Ouais. classifié. Il est toujours pas là. Donc bon, on sait jamais. Après, on a quand même l'habitude que les éditeurs annoncent le plus tard leur jeu pour qu'il y ait un délai assez réduit. À Nintendo, souvent là, on sait qu'après justement Fire Emblem et Splatoon, on connaît pas trop. Là, il y a Yoshi, il y a le jeu de rythme Rhythm Paradise qui sort en juillet. Oui, je crois que c'est les 2 derniers Mais, officiels. Hein. Ouais. Après, on First a party. Pokémon, c'est 2027, mais on s'en fout pour le moment. Ouais. Mais donc, du coup, après, c'est vrai que il va falloir attendre les prochaines présentations pour en avoir un peu plus sous le coude, quoi. Mhm. Mais bon, là, pour le coup, il va falloir, je pense, après. En tout cas, ça laisse envisager peut-être bientôt des annonces pour un nouveau direct. Ouais. Comme, on peut imaginer avant juin déjà, il pourrait y en avoir un. Enfin, en juin. Ouais. Et je trouve que pour le coup, les autres fuites sont quand même nettement plus graves quand même. Quand ça parle vraiment du contenu d'un jeu qui n'est pas souhaité. Il y avait eu aussi le cas. Nintendo, ils aiment bien les leaks, je pense. Ils avaient eu aussi le cas avec le Zelda où on contrôle Zelda. Mhm. Où les leaks en fait spoilaient carrément un élément de gameplay où on... Pour le coup, ouais, le côté Indonésie là, avec l'IGRS, donc c'est leur équivalent de notre pays à nous et tout ça, tout le bazar là. Ce que j'allais dire, c'est eux, carrément, ça leur a cramé la fin du jeu. Mauvais timing pour IO Interactive, on est à 6 semaines à la sortie du jeu. Quand ça se passe comme ça, tu passes en mode défensif sur le net, tu t'évites les spoilers activement, ou est-ce qu'au moment tu te dis, bon, c'est sur le net, tant pis si je tombe dessus, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaie d'éviter. Surtout qu'aujourd'hui, ça leak très facilement. Après, on peut pas forcément acter que ce qu'on voit, c'est vrai. Mais le mieux, c'est d'éviter. En tout cas, j'essaie d'éviter. C'est sûr que j'ai pas forcément envie de me faire spoiler la fin du dernier jeu que j'attends. C'est assez insupportable. Ouais. Tu veux que je te spoil la fin de Tomodachi? Allez, allons-y, vas-y, dis-moi qui meurt à la fin. À la fin, il meurt. Bon. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais oui, j'ai tendance à éviter activement les spoilers. Ok, on va quitter ce côté-là, Nintendo et autres, pour aller voir ce que Valve est en train de concocter. On en parlait déjà la semaine dernière avec leurs initiatives pour améliorer le store et le rendre plus consommateur-friendly. On a une news similaire cette semaine avec Valve qui serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité pour Steam pour mieux informer les joueurs sur l'historique des prix des jeux. En gros, pour protéger les consommateurs, tu sais, des fausses promotions et des autres arnaques tarifaires où l'idée, c'est en gros, t'affiches ton jeu à moins 70% en faisant croire que c'est une promo de dingue et que c'est le moment de l'acheter avant que ça remonte. Alors qu'en fait, c'est juste le prix habituel déguisé, quoi. Donc, afficher l'historique des jeux dans le temps, ça permettrait de contrer tout ça. Et il y avait déjà des outils tiers qui permettaient d'y voir plus clair sur les prix des jeux en ligne. Il y avait, côté US, il y avait le Is There Any Deal. Toi, je crois que tu fais des coûts deals de temps en temps, genre de choses. Il y avait des outils. Mais le fait que là, Valve l'intègre directement dans leurs clients à eux, c'est un peu admettre, tu vois, que c'est un vrai problème et que voilà, c'est à eux de le régler et ils vont essayer de le faire correctement, quoi. Après, pour le coup, un truc comme ça, je me demande si l'éditeur, le constructeur, si l'entité qui gère la plateforme ne peut pas, en fait, gérer automatiquement ce genre de choses. Je peux comprendre qu'un jeu puisse augmenter sa tarification. Ça peut arriver, ça peut être un problème de placement, ça peut être un problème de pas mal de choses, des offres qui se remettent un petit peu à l'équilibre. Mais parfois, je pense qu'il faut peut-être aussi adapter certaines choses. Il y a des règles aussi qui peuvent être adaptées. Je crois qu'ils ont déjà des règles qui disent que tu peux pas faire varier trop souvent le tarif de ton jeu. Il y a des trucs comme ça. Ouais. et du coup, peut-être aujourd'hui automatiser ce genre de comportement. Par exemple, on peut pas forcément dans une période de promo ou alors appliquer un deal très important si on fait une augmentation tarifaire du jeu juste avant, quoi. Mais bon, là, déjà, c'est pas mal si on voit aussi l'historique de l'évolution des prix. Mais ouais, clairement. Ouais. Tu as directement le consommateur qui est informé de si oui ou non c'est une bonne affaire, quoi. Et puis pour le coup, si Valve le fait, ça permet aussi, ça leur permet surtout en fait de n'afficher leur prix que à eux.
En fait. Ça va éviter, en fait, parce que bon, les plateformes comme Is There Any Deal ou autre, ça permet surtout de dire, tu peux l'acheter sur Steam, Ou mais à côté, tu peux aussi l'acheter sur le marché, un marché gris, mais aussi une autre plateforme, quoi. Donc, bon, pour Valve, c'est le meilleur bon plan, quoi. Ça va permettre de dire, tiens, là, tu peux l'acheter, c'est la meilleure promo, va pas voir ailleurs, reste chez nous, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu penses que les éditeurs vont changer de comportement par rapport à ça, ou ils vont juste changer d'arnaque et s'adapter eux-mêmes? Ça va dépendre de comment Valve fait le truc, après. Si c'est juste un tampon Best Deal, par exemple, ou un truc comme ça, Best Offer. Non, je pense que ça va être vraiment un affichage un tableau, avec une historique, ouais. Si c'est ça, si c'est un tableau, je pense qu'ils peuvent effectivement adapter leur truc. Clairement, ça peut, je pense, pas mal changer la donne. Ok. Je sais pas ce que tu penses de ce truc-là, toi, mais vraiment, je pense c'est que une bonne chose. Je suis pour tout genre d'initiative qui te sert à toi à mieux consommer, ça me plaît. On va continuer à parler de thunes. Beaucoup. On va parler de beaucoup de thunes, un sacré paquet de thunes. Cette semaine, il y a... Alors, c'est pas Rockstar qui a été hacké, c'est un service tiers à eux qu'ils emploient pour, apparemment, la compta, un truc du genre, qui a été hacké. Les hackers ont souhaité échanger ces infos contre une rançon qui n'a pas été payée. Donc, les secrets ont été révélés. Et donc, parmi ces informations révélées, on apprend que GTA Online génère plus d'$1 million de revenus quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. 3 fois rien. Soit, si on multiplie, je te laisse multiplier par nos nombres de jours dans l'année, on arrive à 365, je crois, millions de dollars par an. Et ça, c'est pas depuis que quelques années, c'est depuis... Ça fait combien de temps qu'il est sorti ce jeu? Ça fait 15 ans, 10 ans? Ouais, c'est pas mal. Donc, 2013, la sortie du GTA 5. Donc, $1 million par jour pour un jeu de 2013. Et encore, c'est la moyenne. Dans les chiffres qui ont fuité, on voit qu'il y a des années, enfin même, je veux dire, il y a des semaines qui sont montées à 28 millions. Voilà. Donc, tu vois, je trouve ça un peu déprimant, impressionnant et déprimant. Et ça explique pourquoi Rockstar n'a pas l'air pressé de sortir son GTA 6, tu vois. Est-ce que tu penses que... Ce que je me demande, moi, c'est est-ce que tu penses qu'il va y avoir un GTA Online GTA 6 ou est-ce qu'il va y avoir un... Tu vois? Est-ce qu'ils vont unifier les plateformes GTA Online, celles qui existent, plus une nouvelle? Est-ce que ça va être un remake, un remaster, la même? Alors, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils pourraient les faire évoluer. Ils pourraient la faire évoluer. Ils pourraient la faire... Parce qu'ils peuvent pas stopper et demander à tout le monde de passer à côté. C'est ça. Sauf que là, quand dans les chiffres qu'on a, alors il y a à peu près... Alors, c'est pas la moitié non plus, hein, mais il y a quand même sur les c'est pas la moitié, mais il y a quand même à peu près, on va dire, sur 2 tiers de joueurs qui sont sur PS5, Xbox Series, machin, et PC, et 1 tiers qui sont sur PS4, Xbox One. Alors après, il y a aussi l'argent qui est engrangé. Donc là, on est quand même plutôt sur du 25% sur PS4, Xbox One, et le reste sur PS5, Xbox. Ouais, étrangement, les PCistes sont les moins quasiment rien sur PC. Enfin, en termes d'argent consommé, il y a quasiment rien sur PC. Et pour le coup, ça veut dire quand même que, bon, en tout cas, 25% quand même d'argent, en tout cas, dépensé sur l'ancienne génération de consoles, c'est pas rien, quoi. C'est pas négligeable du tout. Ouais. Donc, bon, ça veut dire quand même faire migrer ces gens-là, potentiellement, hein, sur l'autre plateforme, ça peut être compliqué. Est-ce qu'ils vont pouvoir se dire intégrer GTA Online à GTA 6? Est-ce que les joueurs qui vont migrer vers GTA 6, c'est pareil, ça reste une plateforme multijoueur, donc est-ce qu'ils vont se dire on va conserver, on va continuer à jouer avec nos potes à GTA Online, ou alors est-ce qu'on va faire une croix dessus? Voilà, tout le monde ne peut pas aujourd'hui passer sur PS5. Voilà. Donc GTA Online peut rester une plateforme peut-être qui est séparée. Peut-être qu'ils vont la faire évoluer, peut-être qu'ils vont... là, je pense qu'ils ont suffisamment à faire encore avec GTA 6. Ils vont, je pense, imprimer pas mal de billets. Après, GTA 6 va vendre. Je pense qu'ils vont pas sortir le online avec le jeu. Je sais pas. C'est ce qu'ils avaient fait sur le 5. Le online est arrivé un peu après, je crois. Ouais, je pense que le online sortira un peu après. Le temps de... Je pense quand même que GTA 6 va faire vendre des machines. Va en faire vendre pas mal. Mais pour le coup, le online peut-être arrivera un peu après. On pourra jouer en ligne avec le 6. Ça, il n'y aura pas de soucis. Mais le vrai gros mode en ligne,
tout ce qu'on peut faire arrivera un peu après. Avec la sortie du jeu, je pense, sur PC, ou... Parce que le jeu sur PC arrive un peu après, il me semble. Oui, c'est la technique Rockstar habituelle. Ils se font plusieurs lancements de jeux pour Donc, favoriser les pépettes. Ok, à suivre donc. J'espère qu'on en saura plus à l'approche de la fin d'année, quand le jeu est censé sortir. Tu joues à GTA Online ou pas? Non, je l'ai essayé par curiosité et c'était un peu trop le bazar pour mon propre goût. Voilà. Et toi? Non. Pas Ok. du tout. Moi, GTA, j'aime bien GTA 3. Moi, je suis un vieux, mais... Ouais. Bah, c'est des jeux plaisants, un peu trop longs parfois, mais voilà. Écoute, on va rester toujours dans la thune. On reste dans la thune. Après Rockstar qui compte ses billets, il y a Sony aussi qui, par surprise peut-être, ou par manipulation, se retrouve avec des joueurs américains qui ont vidé les rayons de PS5, en gros. Et la raison, c'est pas parce qu'un jeu est sorti, Alexis. En gros, c'est les ventes de PS5, elles ont atteint leur record annuel de cette année, 2026, aux US, parce que les consommateurs ont acheté massivement en anticipation des hausses de prix dues à la crise des droits de douane. Donc c'est du gros FOMO, tu vois, c'est du fear of missing out quand on est bilingue. Et donc c'est pas pour un jeu, c'est pas pour une exclue, c'est juste la peur de pas pouvoir acheter sa console à un prix correct d'ici. Bref, c'est déjà en marche d'ailleurs depuis avril. Donc voilà, ces chiffres concernent la période d'avant. Donc il faut espérer que les gens qui voulaient une PS5 à moindre coût, j'allais dire, mais à un coût moindre que maintenant, l'ont déjà acheté. Ouais, ils l'ont acheté par urgence, par peur de la payer plus cher dans 6 mois. Et en gros, c'est la première fois qu'on constate quand même ce genre de réflexe, tu vois, s'appliquer à du hardware gaming à cette échelle, on va dire. Je me demandais si moi, une hausse des prix pourrait me précipiter dans l'acquisition, mais je suis un peu un tocard qui achète dès le jour 0. Donc, j'ai du mal à me projeter. Toi, tu te vois comment dans cette situation? Moi, c'est un peu pareil. Toi aussi, t'aimes bien acheter au début et pas jouer après? Ouais. Surtout que vu comment... là, par exemple, pour la situation qu'il y a là, il y a des joueurs qui l'ont sûrement acheté effectivement. Il y a sûrement aussi des gens, je vais pas dire des joueurs, mais des gens... Vas-y, balance. Des gens qui l'ont acheté peut-être pour la revendre un peu plus cher. On se doute que quand le fameux jeu dont on a parlé tout à l'heure sortira, il y aura peut-être des consoles qui seront peut-être soit en rupture, soit des choses comme ça. Et des gens qui l'ont payé 500 € vont être capables de payer plus cher encore pour avoir une machine. Oui, il y a les scalpers. Après, on a aussi vu là, effectivement, une envolée des ventes. Mais il y a aussi la rechute. Là, on a bien vu au Japon, par exemple. Bon, alors, après, le Japon, la PS5, c'est assez cata. Mais ils ont vendu 12 000 machines, 12 000 PS5 la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, à la vente, à l'annonce de la hausse des prix. Donc, c'était quand même plus élevé qu'avant. Là, on est passé sur des chiffres, je crois qu'on est passé à 1000 consoles. Donc, ça s'est complètement dégringolé. Je serais surpris de ça. Alors, il faut savoir qu'au Japon, en plus, ça touche pas le modèle digital uniquement, qui, lui, avait un prix un peu plus attractif. Ouais, ils avaient un modèle dédié, comme la Switch 2 spécial Japon. Ouais, mais bon, de toute façon, même en comptant ce modèle-là, c'est lui à 4000, je crois, un truc comme ça. Mais au final, il n'empêche que, bon, ça sera intéressant de voir, même aux États-Unis, comment ça se comporte les ventes maintenant de PS5, sachant qu'on est à peu près à du 650 ou 600 $. Donc, c'est pas rien, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, nous, on va continuer à acheter les consoles jour 0 comme des bons gros clients. Et c'est surtout que derrière, après, une fois qu'on a acheté ça, il y a quand même le prix des jeux, il y a quand même toutes ces petites choses-là qui se mettent bout à bout. Les accessoires. Et encore une fois, oui, c'est pas n'importe quoi. Allez, on va terminer avec le dernier sujet de la pile. En gros, il y a eu plusieurs actus Xbox que, lorsqu'on les met bout à bout, on se demande au final si Microsoft sait encore où il va. Donc on va décortiquer tout ça. Parce qu'en gros, 3 signaux cette semaine, côté Xbox. On a la nouvelle directrice, Asha Sharma, tu te rappelles, je t'en avais parlé il y a quelques temps, qui, dans un mémo interne qui a fuité, elle reconnaît que le Game Pass est devenu trop cher, tu vois, entre guillemets, on cite, elle est trop cher. Et on comprend qu'il y a des annonces de changements à venir. Rien de concret pour l'instant, mais voilà. Deuxième signal qu'on a reçu cette semaine dans la presse, c'est que Xbox envisagerait de plus inclure Call of Duty dans le Game Pass
lors de sa sortie. Parce qu'effectivement, c'était un sacré coup de buzz de dire, avec l'abonnement Game Pass, dès le jour 1, tu as Call of Duty, lors de sa sortie, dispo, à télécharger. Voilà. Et le troisième signal, c'est en interne toujours, on apprend que Microsoft aurait de très grandes discussions sur un possible retour de la stratégie d'exclusivité Xbox. Donc, ce qui viendrait un peu contredire la politique multiplateforme des dernières années. Donc, petit contexte, tu te souviens, il y a Phil Spencer qui s'est fait éjecter ou qui a quitté la tête du Xbox Gaming à la fin de l'année, remplacé par Asha Sharma. Ça fait plusieurs années que Game Pass prend du prix, devient plus cher. Et avec cette histoire de Call of Duty en Day One, ça faisait que c'était un désengagement lors des... alors, faut se souvenir, c'était lors des rachats Activision. Du rachat Activision, il y avait eu des c'est pas des procès, mais tu vois, il y avait des procédures anti-monopole qui avaient amené à Microsoft à s'engager dans sur diverses mesures, notamment, promettent que Call of Duty sera chez tout le monde, et puis nous, en plus, on le sortira Day One sur Game Pass, bref. Et du coup, quand tu mets toutes ces histoires bout à bout, en gros, c'est... je sais pas forcément si c'est un changement de direction ou une mauvaise direction qu'ils sont en train de prendre, mais en gros, on sait pas dans quelle direction ils vont. Tu vois, on reste dans une espèce de flou comme on avait l'habitude de voir chez Microsoft. Et ce que je voulais te demander, c'est si en gros Microsoft Xbox revenait aux exclusivités, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi en tant que joueur? Tu le vivrais comment? Est-ce que tu profites déjà des initiatives multiplates Xbox? Par quel biais? En fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte. Tellement ils sont partout. Mais ouais. Xbox, en fait, que ce soit via... je pense que si je devais me lister un top... c'est un peu bête, hein, mais un top 3 des 10 dernières années, aujourd'hui, que Microsoft, après, si on se met aujourd'hui avec ce qu'ils ont racheté, je pense qu'à chaque fois, dans un top 3, on verrait un jeu Xbox aujourd'hui. Que ce soit un Doom, que... Call of Duty. Alors, pas dans mes goûts personnels, non, toi, je veux dire... dans ton top 3. Dans mon top 3 personnel, je pense qu'on verrait peut-être à chaque fois un jeu Xbox. Mais que ce soit un Ori qui pointe quelque part à son nez. Voilà, il y a des jeux qui clairement... voilà. Mais donc oui, clairement, si Xbox revenait aux exclus, ça me... Voilà. De mon côté, ça m'embêterait un peu parce qu'il y a quelques temps, j'ai revendu ma Xbox Series X. Parce que je m'en servais plus, parce que les jeux qui m'intéressaient étaient maintenant sur Play. Donc ça m'arrangeait de réduire un peu la place sur ma téloche. Avec par exemple les Forza Horizon, ça j'aime beaucoup passer du temps dessus. S'il me disait que le prochain serait sur une console Xbox seulement ou un PC costaud, je serais un peu plus embêté, ouais. Et c'est surtout que là en fait aujourd'hui tu peux effectivement t'attendre un petit peu, ça sort un petit peu partout. Là on a eu Starfield qui est arrivé dernièrement, là même sur Switch ça sort. Là on a une année un peu Xbox, en 6 mois on va avoir quasiment 10 jeux Microsoft qui vont sortir, donc c'est pas inintéressant, mais oui c'est clair que là surtout que Microsoft sont un petit peu sur tous les terrains, entre le PC, les consoles, ou en tout cas ça va arriver ou revenir, ou on sait pas trop, et les machines portables, ils auraient presque intérêt à couper l'herbe sous le pied de tout le monde en fait. Ouais. Après, ce qui est ambigu, c'est que dans ce qu'on connaît de la prochaine génération de consoles Xbox, on sait que ça va être une console qui a un peu les fesses entre deux chaises, console et PC. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer à sortir des jeux à la fois sur Xbox et PC, sachant que tu peux les acheter peut-être sur Steam, moins cher Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être exclusif dans cet univers-là? J'arrive pas à l'imaginer, tu vois. Ouais. Sauf si les jeux ne sont pas sur Steam, ou faut voir ce que ça va donner. What's the point? Ouais. Je sais pas. En gros, voilà, on sait pas trop vers où ça va. Le dernier point là, à propos du Call of Duty qui serait retiré du Game Pass lors de sa sortie pour éviter d'avoir Call of Duty Day One sur le Game Pass. C'est, dans la liste, pour moi, c'est le move le plus risqué. Parce qu'en gros, c'était un argument central lors du rachat d'Activision. C'était promettre à tout le monde que tous ces jeux arriveraient directement Day One sur le Game Pass. Ne vous désabonnez pas, vous allez voir, ça prend de la valeur. Et en gros, c'est un peu changer les règles de ce qui a fait que les gens se sont abonnés. Est-ce que ça va pas faire fuir les derniers qui sont encore abonnés? Après, quand tu regardes bien,
le dernier Call of Duty, je pense que 80% des ventes en console, je parle, sont réalisées sur PS5, Ouais. à mon avis. Donc, je sors un peu des chiffres au pif. Mais je crois on que sait déjà que c'est pas bien vendu. Voilà, ouais. Voilà. Mais, pas bien vendu, après c'est pareil, on parle de Call of Duty. Mais après, voilà, si il a surtout été joué sur une machine Sony, en fait, donc, et PC. Mais Donc selon toi, le sortir du Game Pass, ce serait... un argument marketing qui ferait peur, en fait, et un message envoyé qui ferait... À qui ? Aux joueurs, je pense. Ouais, donc tu penses que ça peut déclencher une petite crise, quoi. Ça ferait... En fait, je pense que le message envoyé serait mauvais, mais en fait, en termes le bouleversement réel, en fait, serait... Les joueurs Call of Duty joueraient toujours à Call of Duty, vu que les joueurs Call of Duty, est-ce qu'ils y jouent vraiment sur Game Pass ? En fait, Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas où sont les joueurs Call of Duty. Ouais. Je pense qu'ils y sont soit sur PC, soit sur PS5. Ce que je me demandais, moi, c'est si c'était pas plutôt un signal qu'il allait avoir encore plus de niveau dans le Game Pass, avec le niveau ultime, avec un nom super chiadé, il y aurait tout dedans, mais attention à la facture. Ouais. Mais il y aurait de nouveaux modèles intermédiaires qui pourraient se concentrer que sur, je sais pas, la rétrocompatibilité ou les jeux sortis depuis 2 ans, enfin, tu vois, genre de truc. Peut-être aussi, ouais. Histoire de vraiment montrer que Call of Duty, c'est le truc ultime, quoi. Ouais, voilà. Premium. Allez, assez parlé de l'industrie. On a une semaine chargée en termes de sorties. Et on va laisser les jeux parler d'eux-mêmes, si tu veux bien, Alexis. Avec les avis et critiques de la semaine. Et on va commencer avec Pragmata, qui, donc, nouvelle IP de Capcom qui sort un peu de nulle part, qui a mis 6 ans à sortir quand on regarde depuis le départ l'historique de développement de ce jeu. Et donc, c'est un jeu qui atterrit aujourd'hui, là, c'est à 87 points, score de 87 sur OpenCritic, qui est pas loin du RE Requiem de l'autre jour, qui était à 89. Mais en gros, c'est le même étage, en gros, c'est le même niveau de réussite. Et donc, la presse, ce qu'elle nous dit de ce jeu, c'est que le système de combat qui mélange du shooting et du puzzle hacking, c'est plutôt cool. Les petites interactions, les moments, les relations entre le perso principal et la petite fille Android, c'est très chouette. Et donc, ce que tout le monde salue, c'est le côté réussite dès le premier coup de sortir un jeu AAA sorti de nulle part, avec autant de qualité. Pour rappel, la semaine dernière, on s'était prêté au petit jeu de la prédiction de score OpenCritic. Anto avait prédit en 91, moi 82, toi 81, et c'est Anto qui gagne, il a 4 points d'écart, c'est lui qui remporte la compète là-dessus. Le jeu suivant, pardon, désolé pour Pragmata d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais essayé, mais il y a une démo je l'ai pas essayé. Qui est disponible. J'ai tenu à rester un peu éloigné de tout ça pour avoir la fraîcheur de me lancer dans un jeu tout neuf. Ok. Je te laisse le suivant si tu veux, le Mouse PI for Hire, que tu l'as commencé. Ouais. Du coup, c'est pareil, c'est un jeu qui fait quand même pas mal parler de lui, surtout pour son style visuel. Donc, c'est un jeu qui s'inspire on va dire, un petit mélange entre Cuphead et un Disney, qui serait un Disney un petit peu un indé film noir des années 30. Donc, ça reste un FPS avec un détective, donc il doit faire plusieurs enquêtes. J'ai lu des reviews qui disaient que c'était un peu un boomer shooter. Ouais. Tu confirmes ça en quoi c'est ça ? Alors, c'est vrai que ça... Alors, on se rapproche quand même d'un... Alors, moi, il me fait penser quand même pas mal après à un petit Doom. Un petit Doom des... Ouais, je vois, ouais. Un petit Doom, mais quand même dans un côté beaucoup plus simpliste. Et c'est vrai que... Alors, on est clairement pas sur un truc... on est clairement pas sur un AAA, quoi. Hein, mais vraiment, le côté visuel est vraiment hyper plaisant. T'as des animations qui sont super proches de ce que pourrait donner un animé des années 30 aussi. Et elles sont toutes hyper bien détaillées. Et franchement, après, c'est vraiment hyper agréable. Et puis même au niveau du feeling, on a vraiment un bon petit FPS qui est hyper agréable à jouer, avec même un petit côté parfois presque Roger Rabbit aussi. Ouais, je vois. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, le jeu se prend donc un 83 sur OpenCritic. J'espère qu'il va se bien vendre, parce que généralement, c'est le genre de jeu qui sont un peu écrasés par les grosses sorties voisines.
Et j'espère qu'il va se trouver sa place quand même. Ouais, clairement. Ouais. C'est vrai que c'est. Et puis il est dispo partout, en fait, quasiment partout. Donc PC, PS5. Sur Switch 2, ça tombe bien. Ouais, sur Switch 2, il n'y a pas de souci. Alors après, il y a des petits soucis techniques un petit peu partout quand même, sur toutes les machines. Mais donc c'est en train de. Ils vont fixer les. Ça va patcher. Voilà, ça patch à gogo. Mais bon, c'est un peu l'aléa des petits jeux, des jeux indés comme ça. Ouais. Mais clairement, c'est franchement à essayer, quoi. Ok. Cette semaine aussi, il y a Tomodachi Life Living the Dream qui est sorti. Donc c'est après 12 ans après le Tomodachi Life initial. Lui, il se prend en 78 sur OpenCritic. Et en gros, ce qu'on lit à travers les différentes reviews, c'est que c'est pas un score qui dit que le jeu est nul, c'est un score qui dit que le jeu c'est plus une plateforme pour comme un jouet en fait. C'est pas un jeu, c'est un jouet, tu vois. C'est une plateforme pour se faire des histoires, c'est une plateforme pour créer et laisser courir son imagination, essayer des trucs bizarroïdes. Et donc c'est pas une note si mauvaise que ça, quoi. J'ai envie de dire. C'est très japonais, on va dire. C'est très. C'est quirky, tu vois. Je sais pas comment dire ça. Tu vois, c'est bizarro. Faut se laisser aller avec. Et les fans adorent, quoi. C'est ça qui est bien. Donc j'espère que lui aussi il va bien se vendre pour récompenser un peu tout ça. On avait joué aux prédictions là-dessus d'ailleurs la semaine dernière. Anto 85, moi 80, toi 79. Et c'est toi qui gagne. Un seul point d'écart, ça va faire du score, ça. Bravo. T'as eu le bon pif. Et donc le dernier de la semaine, c'est Replaced. On avait déjà eu la démo entre les mains il y a quelques temps là, lors du Steam Fest. Je sais plus quand est-ce que c'était. C'était au début de l'année ou l'année dernière. Je me souviens plus. Moi, ça m'avait tapé dans l'œil pour le côté le graphisme, quoi. C'est du pixel art mélangé à du 3D avec un univers cyberpunk, mais années 80. Que des mots-clés, moi, qui me plaisent un peu comme ça. Donc visuellement, ça m'a beaucoup plu. Le jeu a l'air fun. Et 80 sur OpenCritic, donc c'est pas non plus dégueulasse. Faut pas partir dans ce discours-là. 80, c'est très très bien. Et je pense que ce qu'on peut lire un peu partout dans les reviews, c'est que le jeu livre ce qu'il promet depuis un moment, quoi. Il n'y a pas une profondeur de dingue, mais le spectacle est là et le gameplay fait ce qu'il faut. Donc, je sais pas quand est-ce que je m'y mettrai, mais celui-là, il est sur mon radar. Je le mets dans mon backlog, quoi. Voilà. Et pour finir, donc, on va faire un petit coup d'œil sur ce qui arrive la semaine pro, Alexis, avec une semaine un peu creuse, mais il y a quand même 3 trucs qui valent le coup, à mon avis. Et le premier, c'est Vampire Crawlers, qui est un spin-off officiel de Vampire Survivors. Tu te souviens, c'était ce genre, ce jeu auto-shooter, je ne sais même pas comment le cataloguer, roguelite auto-shooter. Et là, ce coup-ci, en fait, c'est un twist, c'est un spin, si on prenait le jeu, si on prenait le deck builder, tour par tour, et qu'on y mettait des éléments roguelite. Voilà, c'est ça leur pitch. Donc tu fais ton deck, t'explores des donjons à vue en première personne, t'enchaînes des combos pour péter le jeu, comme le premier, hein, c'est ça le but, hein, c'est casser le jeu, casser le scoring. Et pas cher, ça va sortir à 10 balles apparemment. Donc fastoche si tu veux dépenser un peu impulsivement, sans trop regretter. Et donc, petit jeu de prédiction. À ton avis, Alexis, Vampire Crawlers sur OpenCritic la semaine prochaine, on verra combien. Alors, c'est vrai que il y a déjà eu la démo et les gens ont kiffé. Ouais. Je me demande si l'OST pourrait pas apporter un grand boom à tout ça. Un peu niche. J'irais bien peut-être un 87. Je laisse encore une seconde ou deux avant d'inscrire dans le marbre. Ouais. D'ailleurs, je peux pas inscrire dans le marbre parce que, attends, faut que je choisisse la bonne interface. Me voilà. Bim bam boum. Redis-moi ta prédiction, s'il te plaît, 87. Alexis. 87, ouais. C'est noté. 87. Moi, je vais partir sur un 83. Je pense qu'il va pas taper si fort que le Vampire Survivors en termes de buzz. Parce que Vampire Survivors, je sais plus niveau timing comment ça s'était passé, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il est sorti en même temps que la Steam Deck et que pour beaucoup de personnes, c'était devenu la
la Vampire Survivors deck, tu vois, c'était la console Vampire Survivors. Je sais pas s'il y a le même phénomène qui va se passer là. Avec le Internet qui s'empare du jeu aussi. Voilà. Ok, le next one dans la semaine qui arrive, on n'en parle pas parce que c'est un jeu intéressant, mais parce que la personne qui travaille dessus était intéressante. Il s'agit de Masters of Albion, qui sort sur PC seulement. Et donc, ce serait Alors, c'est le dernier jeu de Peter Molyneux. Peter Molyneux, le créateur de plein de jeux légendaires, hein, Populous, Dungeon Keeper, Black and White, Fable. On va en parler dans pas longtemps aussi de Fable quand le prochain sortira, un jour ou l'autre. Et donc, ce Master of Albion, c'est un god game, comme ceux que je viens de citer, là, la plupart, qui mélange du town building cozy, du tower defense, avec des éléments de survie. Et donc, ce qui est amusant, c'est que c'est le jeu le plus abouti de sa nouvelle équipe, à ce Peter Molyneux, le 22 Cans. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si... Alors, c'est un peu sadique, mais à chaque fois que ces jeux se croûtent, il y a des interviews de lui qui sortent après, dans lesquelles on découvre de plus en plus de facettes de ce personnage un peu bizarre, de ce Peter Molyneux. Donc, il y a plein de promesses dans ce jeu-là, et on a déjà entendu ça à l'époque des Fables et autres. Donc, on attend de voir comment ça va se dérouler. Alexis, ta prédiction? Score open critique de la semaine prochaine pour ce jeu? J'ai moyennement confiance quand même dans Molyneux. Pour moi, si Fable avait réussi à percer quand même, c'était vraiment parce qu'il y avait le support de Microsoft. Mais après, Fable était quand même bien loin des ambitions. Ah oui, il était loin du cahier des charges initial. Et puis même tout ce qui avait eu lieu derrière, pour moi, ça... 72. Là, tu vois, c'est un jeu qui va sortir, qui fait du town building. Ouais. Pour moi, on va être à 72, quoi. Ouais, okay. Ouais, non. Bah écoute, moi, je vais être plus bas que toi. Ah ouais, carrément. Moi, je suis à 65, là. Ah oui. Bam! Voilà. Le dernier de la semaine prochaine, qui mérite d'en parler, qui mérite d'être souligné, c'est le prochain jeu de Double Fine. Tu sais, Psychonauts, Keeper, plus récemment. Et bon, ben là, c'est leur premier jeu multijoueur compétitif en ligne. Il s'appelle Kiln. Le concept, c'est en fait, tu sculptes ta propre poterie sur un tour de potier. Et la forme que tu crées, ça détermine tes stats. Vitesse, capacité spéciale, etc. On a vu des images de ça la première fois lors du développeur direct de janvier. Ouais. Il y a eu une bêta ouverte où les gens qui étaient dedans ont eu de bons retours, de bons échos. Ils sont satisfaits. C'est le genre de jeu qui peut devenir un phénomène comme disparaître dans 2 semaines. Oui. Ta prédiction, Alexis, je t'écoute. Et après, effectivement, oui. Une fois qu'on a fait le potier, on a fait les petites... le petit pot. Petits pots, après, ils se battent entre eux. Les petits pots se battent entre eux et se cassent. Ouais. Et après, c'est une espèce de brawler en arène. Ouais. Après, ça me paraît assez simple quand même. Mais le fait qu'il y ait quand même les équipes de Psychonauts qui soient derrière, c'est quand même pas forcément un mauvais signe. Double Fine, c'est la promesse d'un univers assez déjanté, mais assez maîtrisé aussi. Voilà, une DA qui assume ce qu'elle fait. J'aurais bien dit 81, pour le coup. 81 pour un jeu multijoueur en ligne. C'est audacieux, ça. C'est écrit dans le marbre, c'est fini. Je vais prédire un 71. Et donc voilà pour les jeux qui arrivent. Je suppose que dans la liste des autres jeux qu'on n'a pas mentionné, il n'y a rien d'autre qui t'accroche l'œil là. Non, la semaine est assez faible aussi. C'est vrai que... Puis ça nous laisse le temps de jouer à Pragmata. Oui. Voilà. Ok. Dans ce cas, si c'est tout pour cette semaine, Alexis, tu sais ce qu'il nous reste à faire. On déclenche ce petit bouton là. Ah, la petite mélodie. Donc c'est tout pour cette semaine au Port-Manette. Merci d'avoir navigué jusqu'au bout avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez ça avec vos amis. Ça nous aide à nous, ça nous motive. Et voilà, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez le cap, jouez bien et bye bye Alexis. Salut.